Bonjour Monsieur Couteau. Moi aujourd'hui, ma présentation orale, je vais vous la faire sur John Locke. John Locke est un philosophe anglais du 17e siècle, un philosophe empiriste. Moi personnellement, ce que je trouve intéressant chez Locke, c'est qu'il n'était pas philosophe de profession, il était philosophe dans sa qualité d'être. L'homme a été médecin, il a fait des études en théologie, il a touché à beaucoup de choses dans sa vie, mais il n'a jamais pratiqué comme philosophe. Puis ça, je trouve que ça lui donne une indépendance et un autre regard dans ses écrits, une autre crédibilité, vu qu'il dépendait pas de la philosophie pour vivre, il faisait ça simplement par attrait. Donc Locke est un philosophe empiriste. Son importance, elle se trouve beaucoup dans ce qu'il a transmis, parce qu'on va se le dire, c'était pas la figure la plus marquante de la philosophie moderne. Il y a eu une grande influence sur l'empirisme, notamment grâce à sa théorie de la connaissance, à sa contribution à la théorie de la connaissance, mais aussi en philo-politique, parce que c'est sa théorie politique qui a contribué à fonder le libéralisme et aussi la notion d'état de droit. Si on se concentre un peu sur la sphère philosophique, la théorie de la connaissance de John Locke, on la retrouve principalement à travers son essai sur l'entendement humain, qui est un recueil de 4 ouvrages qu'il a écrit au long de sa vie, et durant lequel il aborde principalement la nature de l'humain, mais aussi l'entendement humain. En gros, les points qui ressortent beaucoup dans cet essai, c'est que l'entendement est véhiculé par l'expérience. Donc, les idées proviennent directement des sensations ou indirectement des réflexions. Des sensations, donc le toucher, l'odorat, le goût, les réflexions, ce que je pense qui est un peu un autre canot de sensations. Puis aussi par l'impression des objets sur les sens. Puis que l'examen de l'expérience, en général, ça permet de comprendre l'humain. Il a aussi amené plusieurs autres choses comme les idées simples, les idées complexes, que quand on les regroupait, souvent on pouvait en tirer une idée générale. Puis à travers cet essai-là, l'essai sur l'entendement humain, oui, Locke vient beaucoup décrire son empirisme, mais vient aussi réfuter l'innétisme, la théorie des idées innées. Parce que c'est beaucoup en réfutant l'innétisme que Locke vient à valider sa thèse. Par exemple, une idée peut pas venir de l'âme. Exemple, je peux pas croire en Dieu simplement parce que Dieu existe. Ça doit venir de l'expérience à tout prix. Dans la sphère plus politique, Locke a établi un contrat social qui est assez simple. C'est simplement le respect des droits fondamentaux, principalement de la liberté, et aussi le respect de la propriété d'autrui, donc ce qu'on acquiert. Locke a décrit l'humain en 3 grandes caractéristiques. Désolé, je cherchais mes mots. Il l'a décrit comme étant un animal social. Il l'a décrit comme étant un être malléable et comme étant un être libre, égal et raisonnable. Il dit que tous les humains ont droit à la liberté. Ça fait partie de leur nature intrinsèque. À l'état de nature, l'humain est influencé par 2 propriétés. La propriété de soi-même, donc le pouvoir de travailler principalement, de développer une plus grande liberté face à ce qui est possible, le pouvoir d'acquérir des terres, tout ça c'est la propriété de soi-même. Puis aussi la propriété légitime, qui est plus au niveau sociétal, donc qui est le résultat du fruit du travail de chacun, qui est utile et nécessaire, qui bénéficie à la communauté, mais qui en même temps qui est naturellement limité. En parlant de l'idée des droits naturels, John Locke a inspiré ou s'est inspiré un peu des droits fondamentaux. Dans le fond, tu sais, s'est inspiré. Les droits fondamentaux ont été établis après la mort de Locke, tu sais, si on pense à la Charte des droits et libertés. Tout ça a été écrit après la mort de Locke. Mais la notion d'état de nature, de promouvoir l'autonomie de l'individu comme base de la société, que l'humain a des droits de naissance, c'est un peu Locke qui a amené ça, là. Pour conclure, parce que ça fait déjà 4 minutes que je parle, je dirais que autant au plan politique qu'au plan philosophique, John Locke, il a su laisser sa trace. Cependant, il est quand même légitime de se questionner, de continuer de se questionner sur un aspect qui est un peu non répondu de cette théorie. C'est le problème de Molineux. Je sais pas si vous en avez entendu parler, sinon je vais vous le lire, en fait, je l'ai décrit juste ici. Je vais vous lire l'énoncé. C'est supposer qu'un homme qui est né aveugle et qui est maintenant devenu adulte, par le toucher, il a appris à distinguer un cube, une sphère du même métal et approximativement de la même taille, de sorte qu'il arrive à dire, quand il sent l'un et l'autre, quel est le cube et quelle est la sphère. Supposons ensuite qu'on place le cube et la sphère sur une table et que l'aveugle, ils sont maintenant guéris. La question est, est-ce que par la vue, avant de les toucher, il pourrait distinguer et dire quel est le globe et quel est le cube? Le problème de Molineux semble
tout simple, tout complexe à la base. Moi, ce que je vois, c'est qu'il soulève une grosse question, c'est est-ce qu'une propriété peut être reconnue par plusieurs sens? Parce que Locke a dit que chaque sens avait son propre canal. Donc, est-ce que je suis capable de transposer les apprentissages que j'ai fait par le toucher à ma vue, tout simplement comme ça? Ce qui reviendrait à dire que le même sens pourrait avoir plusieurs canaux, ou que le même canal pourrait accueillir plusieurs sens. Donc, c'est un peu toute la théorie de la perception que la réponse engage. C'était le problème des molineux. C'était mon exposé sur John Locke. Je vous souhaite une belle correction et une belle journée.